Et je vais accueillir avec une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, notre premier présentateur, Simon Coulombe, que je vais vous introduire. Simon est titulaire d'un doctorat en psychologie communautaire qu'il a réalisé à l'UQAM, chercheur boursier junior FRQS, félicitations, professeur agrégé en relations industrielles à l'Université de Laval et également titulaire de la chaire de recherche relief en santé mentale, autogestion et travail. Il est expert en promotion du bien-être auprès de différents groupes, autant étudiants que travailleurs, travailleuses et groupes marginalisés. Je te laisse tout de suite la parole, Simon. Merci. Est-ce que le décompte est commencé? C'est parti. OK, mon Dieu. C'est ça le premier défi de la soirée. Je veux juste dire que je suis ici pour vous parler du pouvoir d'agir qu'on a sur notre santé mentale en tant qu'individu, mais en tant que travailleur, travailleuse, mais surtout étudiant, étudiante. Et c'est un pouvoir qui, on peut dire magique, mais pas tant que ça parce qu'on l'a tous et toutes, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Je veux juste remercier aussi des partenaires de mes travaux de recherche qui sont Relief et Beneva qui financent ma chaire de recherche. Et vous dire que vous allez peut-être entendre parler de nous, de notre projet dans le futur, parce que grâce à l'OSME, l'Observatoire en santé mentale étudiante, je vais vite là, pour sauver des minutes, l'Observatoire en santé mentale postsecondaire, on fait un projet de recherche avec l'Institut quantique à l'Université de Sherbrooke pour voir quel est le rôle des centres de recherche, des instituts de recherche dans la santé mentale et le bien-être étudiant. Bon, maintenant que j'ai commencé, est-ce que la santé mentale des étudiants, des étudiantes, ça va bien selon vous? En effet, ça va pas très bien, malheureusement. C'est une mauvaise nouvelle, mais bon, on va la nuancer tantôt. Certaines statistiques ici, je rentrerai pas dans les détails, ça date déjà de 2019, mais il y a d'autres statistiques qui existent. Il va y en avoir d'autres prochainement aussi avec une enquête nationale à l'échelle du Québec qui va être faite par le SME. Mais entre autres, on voyait déjà en 2019 que les idéations suicidaires étaient présentes chez 3 fois plus de personnes chez les étudiants et étudiantes que dans le reste de la population. 58 des étudiantes et étudiants universitaires et aussi collégiaux, si je me rappelle bien, étaient dans la catégorie là, de détresse psychologique la plus élevée. Donc, définitivement des enjeux, des problèmes, des difficultés qui sont vécus par les étudiants et les étudiantes. Il y a aussi une grande étude qui est faite aux États-Unis mais aussi au Canada dans certaines universités et certains collèges là, qui suggèrent que différents enjeux de santé mentale ont progressé. Je dirais la proportion de personnes, par exemple, qui rapportaient s'automutiler ou avoir considéré le suicide dans la dernière année, par exemple en 2013 et 2019, a augmenté autant chez les hommes que chez les femmes. Donc, c'est un enjeu prévalent et aussi qui est préoccupant dû à son augmentation. Et plusieurs raisons qui peuvent expliquer ces enjeux de santé mentale-là, notamment des stresseurs du quotidien, comme pour monsieur, madame, tout le monde, toute la population, mais aussi des stresseurs académiques, la pression de performance, des stresseurs financiers. On sait que c'est pas facile de conjuguer études et vie financière saine. Stresseurs liés aussi à différents statuts, par exemple des statuts d'étudiants internationaux, ces étudiants-là, étudiantes-là, qui vivaient ou vivent des enjeux plus spécifiques, des stresseurs additionnels. D'autres formes aussi de discrimination vécues par des étudiants et étudiantes de certains groupes marginalisés ou minoritaires. Pression de performance, isolement social, et la liste est longue. Et c'est tout basé sur une revue de littérature, évidemment. Donc, il y a plusieurs facteurs causaux et c'est donc multifactoriel. Par contre, quand je disais « est-ce que ça va mal », puis je disais oui, ça va pas très bien, est-ce que ça va bien », puis je disais non. Il y a quand même certains aspects qui sont quand même positifs. Tout ne va pas toujours mal. En fait, déjà, par exemple, ici, une étude qui a été faite dans une université en Ontario en 2022 suggérait qu'il y avait quand même 32 des étudiants et étudiantes qui vivaient un état d'épanouissement, qui percevaient un sens à leur vie, percevaient un sentiment de contrôle, une intégration sociale, de la santé mentale positive qu'on appelle, et quand même un niveau assez modéré, qui est tout de même pas si mal de santé mentale positive chez 53 %. Donc, la question qui est intéressante, c'est aussi de se poser qu'est-ce que ces étudiantes-là, ces étudiants-là ont?
de particulier. Bien sûr, bon, c'est pas une recherche exhaustive parce qu'il n'y a pas tant d'études sur ces aspects-là positifs encore. Mais on a vu dans les études que ces personnes-là ont vécu des expériences qui ont favorisé leur croissance personnelle. Donc, parfois des défis à travers lesquels elles ont dû passer qui ont contribué à développer leur bien-être. Ces personnes-là font aussi de la méditation, de l'activité physique, donc des choses qui peuvent les aider à quand même garder la tête hors de l'eau. Finalement, il y a les environnements de vie qui sont importants, les environnements bienveillants. Dans la présentation aujourd'hui, le reste de la présentation, je vais me centrer sur qu'est-ce que les personnes peuvent faire elles-mêmes pour prendre du pouvoir sur leur santé mentale. Bien sûr, on peut, à moyen long terme, vouloir améliorer les environnements de vie, les environnements de travail, d'études. Par contre, au quotidien, demain, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller mieux concrètement? Donc, je vais focusser sur la notion d'autogestion. L'autogestion, c'est en quelque sorte, comme je disais, le petit pouvoir magique qu'on a. En fait, si vous pensez à santé mentale, difficultés de santé mentale, anxiété, dépression, stress, etc., vous vous dites sûrement, bon, les traitements, les approches préconisées, c'est d'aller voir un psychologue, un intervenant, un travailleur social, c'est de prendre peut-être une médication, etc. Mais ce qu'on se rend de plus en plus compte dans la littérature scientifique, notamment auprès de personnes qui vivent avec des troubles de santé mentale, c'est que les personnes font aussi plusieurs choses qui les aident au quotidien à prendre du pouvoir et à un peu miser sur leur propre connaissance d'elles-mêmes pour aller mieux. C'est ça l'autogestion. C'est toutes les stratégies qu'on met en place au quotidien pour prévenir les difficultés, les réduire ou optimiser son bien-être et sa santé mentale positive. Il y a plusieurs études qui suggèrent auprès de personnes avec des troubles de santé mentale, mais aussi la population en général, dont des étudiants et étudiantes, plusieurs études suggèrent que l'autogestion, ce qu'on fait au quotidien pour aller bien, pour prendre du pouvoir, c'est associé à des éléments positifs comme une réduction des symptômes d'anxiété, de dépression, un sentiment d'auto-efficacité, donc d'avoir un contrôle, de prendre un contrôle. Le contrôle dans la vie, c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc, c'est un bénéfice. Sentiment d'espoir, de bien-être. Il existe une diversité de stratégies d'autogestion qu'on peut, comme personne, implanter, mettre en place dans notre quotidien. Ici, c'est... pardon. Il n'y a pas la petite... si vous cherchez « Aller mieux à ma façon », c'est un outil de soutien à l'autogestion qui est disponible gratuitement en ligne. J'ai contribué à son développement avec des collègues de l'UQAM et on a identifié avec une recherche que les personnes en général qui vivent avec des difficultés de santé mentale mettent en place plus de 86 différentes stratégies pour aller mieux dans leur vie. Bon, chaque personne n'en fait pas 86, là, mais l'éventail des 86 stratégies se retrouve à travers les personnes. Et on a identifié 5 grandes catégories de stratégies que je vais passer une par une avec quelques exemples. Une première catégorie, c'est l'aspect physique. Prendre soin de sa santé physique. Bon, ça va vous sembler banal, mais les études scientifiques le suggèrent et le démontrent que l'activité physique, le sport de différentes formes, il y a plusieurs bénéfices et ça peut être bon autant en prévention qu'en réduction des difficultés de santé mentale. Chez les étudiants universitaires, des études suggèrent que l'activité physique d'intensité modérée, 3 fois par semaine pendant au moins 6 semaines, est associée à des réductions de symptômes dépressifs, réduction du stress. Ce qui est intéressant, si vous êtes comme moi, un peu couch potato, je m'excuse l'anglicisme, ce qui est intéressant, c'est que même si vous le faites moins souvent et de façon un peu plus modérée, donc intensité plus faible, il y a quand même des bénéfices qui ont été documentés, par exemple sur le traitement des émotions, la capacité à réguler ses émotions, son stress. Puis aussi, ça peut être une façon graduellement d'intégrer l'activité physique dans notre vie de façon moins drastique, ce qui est parfait pour moi parce que sinon, j'arrête au bout d'une journée. Fonctionner au quotidien, c'est l'aspect fonctionnel d'autogestion. C'est des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour organiser notre vie, notre horaire, notre temps. Un aspect qu'on oublie souvent dans les études en santé mentale, c'est l'environnement physique. Mais on l'a vu que la façon dont les personnes peuvent prendre du pouvoir et organiser leur milieu de vie, leur environnement, ça a un rôle à jouer. Il y a des études qui suggèrent que notre maison, en fait, c'est un reflet de notre soi, de notre âme. Bon, je ne sais pas ce que ça vous dit sur moi, mais c'est là que j'ai travaillé pendant la pandémie. Vous dites, c'est l'enfer, son âme, je suis certain. Mais vous voyez, derrière, il y avait des plantes comme ça et... Honnêtement, ça contribue à mon bien-être, à ma santé mentale. Il y a des études qui documentent le bienfait des plantes, le bienfait de personnaliser son espace. Bien, c'est une stratégie d'autogestion fonctionnelle. Entretenir l'espoir.
C'est des stratégies qu'on appelle plus existentielles, axées sur peut-être la méditation, reconnaître ses forces, ses faiblesses. Donc, ça peut être même des stratégies, oui, on peut écrire, mais aussi ça peut être des stratégies mentales. Juste restructurer notre façon de penser, essayer de voir les côtés positifs, négatifs des situations et s'entraîner à ça. Il existe certaines études en psychologie positive, notamment cette étude-ci auprès d'étudiants universitaires, dans laquelle on a demandé à des étudiants universitaires de réfléchir par rapport à leur meilleur soi possible dans le futur, au point de vue de la santé, au point de vue académique, au point de vue personnel. Donc, la personne est invitée à réfléchir et par écrit, écrire une dizaine de minutes par jour pendant quelques semaines. Et on se rend compte que ça augmente le sentiment d'espoir, ça réduit certains affects négatifs. Donc, c'est une petite chose banale, mais juste faire de l'introspection puis se projeter un peu dans le futur et se dire comment je pourrais essayer d'atteindre ce meilleur soi possible-là. C'est démontrer que ça fonctionne. C'est pas magique, mais c'est quand même un petit pouvoir magique qu'on a. Agir face à ses difficultés, ça, c'est une dimension plus clinique de l'autogestion. Ça, en gros, c'est quand on vit certaines difficultés de santé mentale, peut-être même avant qu'elles soient devenues très grandes, prendre action pour aller chercher du soutien. Donc, autogestion, ça ne veut pas dire faire seul. Ça peut aussi vouloir dire aller chercher du soutien professionnel, du soutien d'amis, de collègues, de la famille. Ce qui est intéressant, c'est la même étude que plus tôt sur les troubles de santé mentale des étudiants à travers, ou les enjeux là, à travers différentes années. On voit que la propension à aller chercher de l'aide, si je vis un trouble de santé mentale, elle a augmenté, donc ce qui est positif. Par contre, on sait qu'il y a encore de la stigmatisation perçue qui fait barrière à aller chercher l'aide nécessaire. Et ce qui est important, ce qu'on a documenté dans certaines études récentes, c'est que plus les personnes sentent que socialement, elles sont importantes pour la société, pour l'environnement, pour les gens autour d'eux, plus les personnes ont tendance à aller chercher de l'aide. Et à l'inverse, si elles se sentent moins importantes socialement, elles vont hésiter à aller chercher de l'aide, vont se sentir plus stigmatisées liées à ça. Donc, il faut travailler à améliorer les environnements sociaux aussi pour faire en sorte de soutenir cette forme d'autogestion. Dernière catégorie de stratégie d'autogestion, entretenir des relations positives avec les autres. Les travaux scientifiques le disent, le soutien social qu'on peut recevoir, c'est un facteur clé dans la santé mentale, le bien-être et même la santé physique, et que ce soit chez les populations en général, mais aussi les étudiants et étudiantes. Ce qui est intéressant, c'est que même aussi donner du soutien, ça fonctionne. Il y a plusieurs études, comme une étude ici, une méta-analyse qui résume plein d'autres travaux, qui suggèrent que c'est bénéfique pour la santé mentale de donner du soutien. Il y a même des études qui montrent que ça pourrait modifier certains aspects là, physiologiques dans le corps, réduire les réactions d'inflammation physiologique face au stress. Bon, je suis nullement un neuropsychologue ou spécialiste en physiologie, mais c'est vraiment cool de voir que ça a des impacts sur le corps quand on offre du soutien à quelqu'un, pas juste quand on en reçoit. D'où l'idée de se dire on va créer des environnements bienveillants. J'arrive à la fin de mon temps, mais juste vous dire que c'est une panoplie de stratégies. J'en ai montré 5, mais il y en a 86, c'est probablement 200 là, si on vous demandait chacune, que faites-vous? L'idée, c'est de se faire un plan d'autogestion. C'est démontré que si on peut mettre en place certaines stratégies, des fois réactiver une ou des stratégies qu'on faisait mais qu'on ne fait plus, puis se dire comment je pourrais la réactiver, où, quand, comment, avec qui, si on planifie comme ça la mise en place de stratégies et qu'on est plus à l'affût des impacts des stratégies qu'on met en place, puis c'est comme un processus de régulation, puis se dire, ah, cette stratégie-là n'a pas fonctionné, celle-là a fonctionné, je vais la modifier. Donc, l'idée de se faire un plan d'autogestion. Et attention, l'autogestion, ça ne veut pas dire faire seul. Ça peut vouloir dire aller chercher de l'aide. Et on conseille toujours de commencer par ce qui fonctionne déjà. Reconnaissez des petites choses que vous faites déjà. Et ça va vous motiver. Puis il y a quand même des études qui suggèrent que c'est vraiment une bonne façon de commencer. Cultiver l'espoir, la prise de pouvoir, reconnaître le caractère dynamique. Ce qui fonctionne aujourd'hui pour moi va peut-être pas fonctionner pour moi dans 2 mois et encore moins peut-être pour quelqu'un d'autre. Donc, reconnaître le caractère dynamique et s'accompagner soi-même sans se juger, avec autocompassion. Et si vous voulez soutenir l'autogestion chez les collègues, bien aussi accompagnez-les sans imposer. L'idée de l'autogestion, c'est le super pouvoir basé sur ce que les personnes veulent faire, leur motivation, etc. Donc, l'idée de partir de ça et de les accompagner à travers ça. Donc, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de présenter aujourd'hui. Merci beaucoup. On va prendre les questions dans la salle que vous pourriez avoir pour Simon. Alexis va passer avec le micro et vous permettre de poser vos questions.
Est-ce qu'on a quelqu'un qui va se lancer pour la première question de la soirée? Je pense que personne mord ici. Allez-y, n'ayez surtout pas peur. Maintenant, je peux respirer de toute façon. Ça doit être une technique d'autogestion, ça, respirer? Oui. Oui, c'est une technique, la respiration. Oh! Synchronisme. Salut, c'est plus une question au niveau stats. Je sais qu'on est une bande de scientifiques ici, mais toutes tes graphiques désolé. Tous tes graphiques finissent en 2019, puis on sait que la pandémie a aidé la santé mentale de tous les étudiants. Est-ce que tu as les stats? Est-ce que tu aurais des stats là-dessus ou pas encore? J'avoue que j'ai pas, moi, ces stats-là, mais il y a quand même quelques statistiques, puis je regarde Julie, entre autres, ou d'autres personnes. Il y a des statistiques qui suggèrent, en tout cas, que pendant la pandémie, probablement que c'était encore plus difficile. À savoir à quel point maintenant c'est revenu au point précédent, ça, j'avoue que je pourrais pas dire, mais j'ai fait des enquêtes auprès d'autres populations, des travailleurs, des adultes, mais incluant des jeunes adultes là, de 18, 20, 22 ans. Et ce qu'on se rend compte, c'est que même en 2023, les taux d'anxiété, de dépression chez ces populations-là là, de jeunes adultes étaient très, très élevés comparativement aux normes habituelles. Puis c'est d'ailleurs quand c'était des études auprès de travailleurs, mais plusieurs qui sont étudiants aussi, comme je l'ai dit, puis c'est d'ailleurs chez les jeunes travailleurs d'en bas de 25 ans que les taux étaient le plus élevés, la prévalence de l'anxiété et la dépression. Puis au niveau du stigma, étant donné qu'on a parlé beaucoup de la santé mentale durant la pandémie parce que ça a affecté tout le monde, est-ce que tu penses que ça a évolué, la perception de la santé mentale? Moi, ma perception, c'est que je crois que ça a évolué positivement. Par contre, mais puis là, c'est juste j'ai pas de chiffre à l'appui, là, fait que c'est comme mon hypothèse qu'il faudrait tester. En tant que chercheur ici, on doit faire ça. On veut faire ça, mais je pense que l'hypothèse, ça serait que la stigmatisation réelle perçue, à mon avis, elle a diminué, mais l'autostigmatisation, ce qui est ancré, puis qu'on a appris, quand on est enfant, on est socialisé d'une certaine façon, puis on internalise des stigmas, puis de la discrimination dès qu'on est jeune. Je pense que ça prend du temps à changer. Tu sais, on le voit même, l'homophobie, par exemple, c'est un autre domaine, mais l'homophobie, ça l'a diminué. Généralement, là, les manifestations flagrantes, très violentes d'homophobie ont diminué, mais les formes plus subtiles, puis l'homophobie intériorisée, il y a encore beaucoup de relents de ça aussi, puis versus d'autres groupes aussi. Fait que c'est un peu la même logique que j'appliquerais là. Oui, j'ai une question par rapport aux stratégies qui pourraient être associées aux écrans, aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que les réseaux sociaux contribuent à l'isolement social. J'aimerais t'entendre un peu là-dessus. J'avoue que je n'ai pas regardé récemment les études sur ce sujet-là, mais j'ai un étudiant avec qui on a coécrit un article plus qualitatif. C'est pour ça que ça ne reste pas nécessairement représentatif. Là. Je pense qu'on voyait les deux côtés de la médaille dans les articles quali. Il y avait d'un côté des étudiants, par exemple, qui sont en milieu plus rural ou pour qui c'est peut-être plus facile de communiquer en ligne pour différentes raisons, même certains types de personnalités, bien, vont aller chercher un soutien social en ligne dans certaines communautés, par exemple, plus spécifiques d'appartenance. Alors que pour d'autres personnes, bien, le temps qu'on passe en ligne peut vouloir dire du temps pour lequel on socialise moins. Puis c'est ça aussi en ligne qu'il y a beaucoup quand même de harcèlement, de formes de violence, de discrimination qui peut nuire à la santé mentale. Donc, je pense que c'est probablement nuancé, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Là. Ouais. Mais définitivement, pour revenir sur il y a quand même quelque chose à faire autour de l'autogestion, de régulation de notre propre temps d'écran puis de consommation des réseaux sociaux. Merci beaucoup, Simon. Oui, merci pour l'applaudissement. Oui.